est vraiment ravie de vous accueillir pour cet atelier sur la cybersécurité que je co-animerai avec Didier Ambroise, qui est expert en e-santé et fondateur d'Osha Consulting. Et il accompagne les établissements de santé dans leur transition numérique et en particulier sur le risque cyber. Merci Lynn, bonjour à toutes et à tous. Donc, Lynn Guffon-Le Goanvé, qui est pharmacien, qui est passionné par la data et ses enjeux de santé et qui a écrit un ouvrage sur la blockchain en santé, qui est fondatrice de QuantiHealth, start-up dédiée au diabète de type 2 et de 360 Visions et Perspectives, société de conseil spécialisée dans l'accompagnement des acteurs de santé. J'ai le plaisir effectivement de co-animer cet atelier cet après-midi. Donc, avant de vous présenter nos invités, je vous propose de faire un rapide tour d'horizon sur les contextes et les objectifs. Donc, la transformation de notre système de santé est en marche, ça on le sait tous, mais sommes-nous vraiment prêts à affronter les cybermenaces qui ne connaissent pas de frontières? Ça, c'est quand même une vaste question. Donc, d'un côté, on est conscient et convaincu que la santé numérique est une source de création de valeur incroyable. Et ce qui est super, c'est que l'Institut Montaigne a pu la quantifier. Et en fait, si on déployait l'e-santé pleinement en France, en fait, ça générerait entre 16 à 22 milliards d'euros, ce qui est énorme. Et tout ça amène donc une question. Pour que ça fonctionne, il faut donc intégrer dans l'équation un défi de taille, celui d'une cybersécurité qui soit robuste, qui soit évolutive et qui soit résiliente autour des enjeux de protection de données de santé, de continuité de soins, de confiance des acteurs et d'interopérabilité des systèmes. Donc laissez-moi vous donner quelques chiffres issus du dernier rapport de la Cour des comptes donc, sur 2024. Donc, en 2023, en fait, 10% des victimes de rançongiciel en France étaient des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Et le secteur hospitalier se place désormais au 3e rang des secteurs les plus touchés, juste derrière les collectivités et les PME. Et on met dedans les rançongiciels, plus tout ce qui est compromission de systèmes d'information. Pour autant, ces établissements ne sont pas toujours la cible, en fait. Ils peuvent être juste une victime collatérale, un maillon faible, comme tu l'appelles, d'attaques massives à grande échelle et qui se démocratisent. Alors, pourquoi sommes-nous si vulnérables? Ce qui ressort de ce rapport, c'est qu'on a peut-être une complexité croissante de nos systèmes d'information. On a aussi un sous-investissement chronique, puisque le budget d'exploitation, c'est à peu près 1,7% du budget total, contrairement à d'autres secteurs comme la banque où c'est 9%. En plus, s'ajoute de ça l'obsolescence des équipements. On a un équipement informatique sur 5 dans nos hôpitaux qui est soit obsolète, soit qui a plus de 7 ans. Donc en fait, ces attaques ne sont pas des simples désagréments techniques. Elles mettent des vies en danger, les urgences retardées, les équipements vitaux perturbés, des diagnostics et traitements reportés, sans parler des coûts colossaux, en fait, directs et indirects. Moi, j'étais hallucinée en lisant ça, qui peuvent atteindre jusque 30 millions d'euros dans les cas les plus graves. Mais comment on peut en sortir de là facilement? L'objectif serait de faire, en fait, de la cybersécurité pas un frein, mais en fait une opportunité, un accélérateur en fait, de confiance et d'innovation au service des patients et des professionnels de santé. Donc pour ce faire, entrons dans le vif du sujet. Et là, on va explorer en fait, les grands enjeux de la cybersécurité, les vulnérabilités de notre secteur face à l'impact multidimensionnel des cyberattaques et des cybermenaces émergentes. On va partager des initiatives concrètes, et ça c'est super, on va faire du concret, on va parler de bonnes pratiques, et on va encourager la collaboration entre les différentes parties prenantes de notre écosystème. Et enfin, on va évoquer les défis juridiques et éthiques face à la nature transnationale des menaces. Donc, pour nous guider dans cette réflexion qui est un peu cruciale, on a la chance d'avoir à nos côtés 6 experts. Maître Delphine Jaffard, donc avocat associé au sein du cabinet Vattier, en charge de l'équipe santé du cabinet.
Elena Poincé, fondatrice et CIO de Tetris, spécialiste en cybersécurité avec une expertise dans la mise en conformité des infrastructures. Steven Garnier, directeur du domaine cybersécurité à l'Agence du numérique en santé et porteur des initiatives nationales en cybersécurité. On a également Thomas Jean, donc, qui est directeur général adjoint en charge de la stratégie numérique chez Uniachat et directeur général du CIH, donc Centrale d'achat à l'informatique hospitalière, et qui a une expertise de mutualisation des ressources dans le secteur public. On a Alexis Garden, qui est team leader innovation et produits chez Aucantis, qui est spécialisé dans le développement de solutions de sécurité informatique pour le secteur de la santé. Et on a enfin Jacques Hubert, qui est DSI du GHT de Moselle-Est. Et du coup, ma première question sera pour vous, Jacques. Quels sont les principaux risques et menaces cyber auxquels font face les établissements de santé ? Bien voilà, donc de façon générale, je suis ravi d'intervenir aussi sur cette table ronde avec un sujet au cœur des mutations de notre système de santé, l'alliance entre la transformation numérique, la cybersécurité, sans oublier un élément important, l'intelligence économique. L'ensemble est à définir comme un axe stratégique nécessaire pour l'avenir des hôpitaux et du secteur médico-social. Après cette introduction, je m'attacherai dans un premier temps, imparti et très court, à développer 3 thématiques qui touchent les établissements de santé. Donc une approche de quelques enjeux liés à la cyber, les principaux risques et menaces, et enfin donc un retour d'expérience sur la gestion de crise et attaques. Voilà. Donc le numérique, on l'a évoqué, bouleverse profondément nos pratiques en réinventant les parcours de soins, en optimisant la coordination entre les professionnels et en rapprochant les patients des structures de santé grâce à des outils comme des plateformes, et vous connaissez tous tout ce qui est e-parcours, télémédecine, objets connectés. L'intégration de l'IA dans les quelques processus métiers, dans la robotique, augure des changements encore plus profonds. La transformation numérique souligne l'importance de la protection des données sensibles, la continuité des soins et la résilience face aux attaques. Mais cette révolution technologique ne vient pas sans défi. Elle expose également nos écosystèmes à de nouvelles vulnérabilités. Aujourd'hui, la cybersécurité est devenue un enjeu central de souveraineté et de résilience dans les établissements de santé. Les cyberattaques ciblent les données sensibles, paralysent les infrastructures critiques et menacent directement la continuité des soins. En parallèle, l'intelligence économique, trop souvent négligée, doit être au service d'une stratégie globale pour protéger nos ressources, anticiper les menaces et garantir la souveraineté numérique de nos établissements. Sans vouloir faire un mauvais parallèle entre la santé et la défense, je suis tenté de faire une légère digression pour montrer comment la prise en compte du risque influe directement sur la part des investissements à réaliser. Vous avez conscience que les pays européens sont confrontés au défi du réarmement depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'analyse du PIB consacré à la défense démontre que plus les pays européens sont proches de la Russie ou d'une menace, eh bien plus ils dépensent et plus ils accélèrent les dépenses. À titre d'exemple, la Pologne met 4,1% de son PIB dans la défense. On pourrait prendre l'Estonie avec 3,4%, la Lettonie 3,2%. La France est à 2,1%. La moyenne des pays européens, c'est 1,9%. La Russie, c'est 9%. Voilà. Donc, comme précisé, ce n'est pas le seul prisme que nous devons prendre en compte pour aborder les enjeux et les défis qui nous animent au niveau local et au niveau européen. Nous devons aussi les aborder sous l'angle de l'intelligence économique en raison de la diversité des attaquants, qu'ils soient États, groupes mafieux ou même parfois des amateurs. Il y a quelques exemples récents avec de beaux résultats. Et des motivations comme la désinformation, la désorganisation, les motivations bien sûr financières, le vol de données et aussi de secrets de fabrication, comme réalisé il y a peu de temps par des Chinois sur quelques belles entreprises françaises. Voilà. Et donc, on voit bien que ces protections doivent être mises en œuvre à différents niveaux. Cette compréhension de l'environnement est essentielle pour appréhender la diversité des menaces, les risques auxquels nous sommes confrontés.
En somme, nous sommes face à une équation complexe. Comment conjuguer le développement et l'innovation numérique, la protection des données sensibles et la continuité qualité des soins, tout en préservant la confiance des patients et des professionnels. J'ajoute aussi, car c'est essentiel, quand on doit réussir à convaincre, et vous l'avez évoqué, les directions des établissements sur la nécessité d'investir plus lourdement dans le SI et la sécurité. Voilà, donc l'approche de quelques enjeux. Dans un contexte de forte tension, Bruxelles veut lutter contre les cyberattaques dans les hôpitaux. La Commission européenne a récemment présenté un nouveau plan d'action visant à renforcer la cybersécurité du secteur de santé. En raison de la recrudescence des attaques par ransomware, il a été dénombré pas moins de 309 incidents de sécurité en Europe sur l'année 2024. C'est le secteur qui est le plus en vogue. Les directives NIS 2 viennent aussi marquer un réel changement de paradigme, tant à l'échelon national qu'à l'échelon européen. Face à des acteurs malveillants, touchant des entités trop souvent mal protégées, la directive élargit ses objectifs et son domaine d'applicabilité. Elle vise à une meilleure protection des acteurs concernés et impose un cahier des charges structurant en matière de réglementation cyber. Voilà. Et donc je souhaite m'appuyer sur cette directive pour évoquer quelques enjeux, mais surtout vous partager quelques réflexions dans la réponse à ces enjeux. Dans tous les cas, la sensibilisation et la responsabilisation des acteurs est essentielle. Il convient également de développer une culture cyber au sein des établissements. Malgré tous les efforts indispensables et à partir de quelques expériences, je vous partage donc cette réflexion à imaginer comme une infrastructure de gestion de crise afin de garantir la possibilité de gérer la crise en tout lieu, d'assurer la continuité des soins et la facilité de reconstruction des systèmes corrompus. Ce dispositif pluriel est naturellement externalisé et en interface unique et contrôlée pour ceux qui relèvent de la production. En fait, ce dispositif imaginé repose sur 3 environnements dans le cloud, ayant pour objectif de diminuer la pression en situation de crise. Le premier, c'est déjà d'externaliser son site web afin de pouvoir maîtriser simplement tous les aspects communication en n'ayant pas à expliquer pourquoi le site web est indisponible ou corrompu. Le deuxième, c'est d'assurer en fait tous les aspects de communication. Et on sait bien quand on a été confronté et qu'on a de la téléphonie sur IP, bien combien il est difficile de pouvoir continuer à délivrer ces services de communication. Voilà, et donc l'idée, c'est d'utiliser des services, soit de softphone, comme le propose Orange, ou des portables, bien sûr. Et enfin, le dernier élément, et le plus important pour moi, c'est donc un cloud porteur d'un certain nombre de services. L'idée, c'est de pouvoir externaliser une partie cloud des syslog. On sait bien qu'il faut pouvoir refaire un petit peu toute l'histoire quand on a été attaqué, de disposer des différents certificats Equipass, les différentes documentations, de disposer d'un Active Directory, d'un annuaire, et surtout, en fait, de disposer d'un entrepôt de données de type archive neutre qui permet, en fait, de maintenir l'accès à l'information de façon simple et compréhensive. Et en fait, cet entrepôt de données doit permettre d'agréger, en fait, des données structurées, non structurées, des images de plusieurs logiciels médicaux. En fait, c'est vraiment bien la cible qui est souhaitée, en un unique environnement avec une logique de navigation graphique. Enfin, il convient de configurer aussi d'autres éléments comme des PC. L'objectif de cette approche, en fait, est de disposer d'une réponse graduée en fonction de l'impact de la cyberattaque. L'idée, bien sûr, c'est pas de ne pas prendre une masse pour enfoncer un petit clou, mais par contre, d'utiliser cette infrastructure particulière à des fins d'exercice pour qu'elle fasse partie de l'environnement commun. Voilà, donc comme vous le voyez, il s'agit en fait d'une approche pragmatique centrée uniquement sur quelques applications critiques. Du coup, merci Jacques. Parce que je vois le temps qui file, est-ce que vous avez déjà subi une cyberattaque ou est-ce que vous avez déjà mené des exercices de crise cyber dans votre établissement ou dans vos établissements, puisque vous êtes passé dans
dans plusieurs structures. Oui, donc j'ai été confronté à ces exercices. Enfin, déjà, au départ, on ne choisit pas, hein, donc c'est quelque chose qui s'impose à nous. Et donc l'expérience amène à aborder les choses de façon beaucoup plus structurée. Ce que je retiens et ce que je souhaite partager, en fait, hein, de différentes expériences que j'ai pu avoir dans des entreprises, aussi bien au Parlement européen qu'à différents endroits, c'est que le plus important pour moi, si on oublie les outils, c'est la méthode. Et donc la gestion de crise, en fait, c'est de définir un petit peu comme un processus les différentes étapes, les différentes actions à réaliser. Et le fait d'avoir la méthode, pour l'avoir testé encore récemment dans le cadre d'un exercice cyber, eh bien, ça permet en fait de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la gestion de l'événement. Et donc voilà, c'est l'élément important que je souhaite partager, voilà, l'aspect méthode. Merci Jacques. Merci. Elena, en fait, comment les innovations technologiques, que ce soit l'intelligence artificielle, l'automatisation, aident-elles à prévenir les cyberattaques de manière générale, mais surtout en particulier dans le monde de la santé ? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être à cette table ronde des grandes tendances de l'e-santé. Oui, donc nous, Tetris, nous sommes éditeurs d'une solution de cybersécurité et justement, le but, c'est de la réinventer, cette sécurité, pour garantir la liberté pour tous et partout. Et notre mission, c'est justement d'être le partenaire de confiance qui détecte et qui neutralise automatiquement le cyberespionnage et le cybersabotage en temps réel et sans action humaine. D'où cette hyper-automatisation, c'est-à-dire que, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, il y a à peu près 300 000 nouveaux virus qui arrivent tous les jours sur Internet. Voilà, ça arrive comme ça, il pleut du virus. Et puis, dessous, eh bien, vous avez des établissements, santé, banques, etc., qui sont vulnérables peut-être, et que ça arrive chez eux. Et puis, effectivement, là, le ransomware arrive. Et donc, dans ce système, et depuis quelques années maintenant, avant, on avait l'antivirus, et l'antivirus faisait le tout venant, c'est-à-dire un virus, une signature qui empêche le virus de passer. Et puis, quand il n'y a pas la signature du virus, eh bien, le virus passe quand même. Et là, de nouvelles solutions sont arrivées, le Endpoint Detection Response, qui permet justement d'aller au-delà de cet antivirus et de faire une analyse en temps réel de ce ransomware, enfin de ce malware. On ne sait pas encore où cette chose qui est inconnue et qui veut traverser à l'intérieur de la machine, c'est-à-dire dans le système d'exploitation, soit du Windows, soit du Linux, soit du macOS. Et c'est là où justement le ransomware arrive et puis se déploie de façon latérale sur tout le parc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une mairie, un hôpital, etc., complètement inopérationnel. Et l'objectif, c'est d'attraper ce ransomware, ou tout au moins cette chose qui normalement ne doit pas arriver dans le système informatique, et puis de l'analyser. Donc on l'analyse, on a tout un système d'intelligence artificielle à l'intérieur, et donc à partir de là, on sait ce qui est gentil, ce qui est méchant, ce qu'on neutralise tout de suite ou ce qu'on laisse passer dans l'ordinateur parce que c'est normal, ça fait partie de l'activité de l'établissement. Et sinon, eh bien, ça remonte dans une intelligence globale et collective qui permet de continuer l'analyse de ce système qui est un peu gris, où on ne sait pas trop, et après avoir fait différents, que ce soit des sandbox, des fermes analytiques, etc., eh bien, on prend une décision, un poids de décision qui est prise par cette intelligence artificielle qui, chez nous, s'appelle Cyber-IA, donc, et qui permet de faire cette analyse. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Là, dernièrement, j'étais avec un grand groupe, 110 000 machines, 110 000 ordinateurs, postes de travail, serveurs. Et sur les 60 derniers jours, plus de 10 000 milliards d'artefacts ont été analysés par notre EDR. 95% des menaces analysées. Donc il en reste 5% analysés. Plus de 48 millions ont été analysés par notre XDR plateforme, puisque maintenant il faut des plateformes. XDR, ça veut dire Extended Detection Response.
Et dans ces 48 millions, donc on a fait des analyses, on sait ce qui est gentil, on sait ce qui est méchant, 0, 1, facile. Et après, on prend ce qui reste. Et là, il en restait plus de 100 000, etc. Donc, réanalyse. Et on s'est aperçu qu'à la fin, on a fait plus de 8091 neutralisations automatiques du système. C'est-à-dire que l'humain, l'utilisateur, ne s'aperçoit de rien. C'est un combat machine to machine. Et c'est ça aussi ce qui fait la force. Donc la sensibiliser les personnels, oui, je suis d'accord, mais en même temps, il faut les personnes, c'est pas leur métier. C'est pas leur métier de regarder, oh ben là, il y a 2 i au lieu d'un i, etc. On doit avoir des systèmes qui nous protègent et qui nous permettent de travailler tranquillement voilà, et garantir justement une sécurité, que ce soit pour les patients, que ce soit pour les infirmiers, les docteurs et surtout dans les établissements de santé. En revanche, le problème, c'est qu'on se retrouve aussi, quelquefois, notamment ce qui a été dit dans les établissements de santé, avec du matériel qui est vétuste. Et ça, c'est quelque chose qui arrive. Donc, il y a aussi des systèmes pour protéger ou tout au moins sanctuariser ces zones où on a des automates qui sont extrêmement vétustes puisqu'on ne peut plus les mettre à jour parce que Windows n'est pas supporté, parce que le système d'exploitation ne peut pas être updaté. Et donc, il y a des systèmes à prendre en compte de sanctuarisation, comme je le disais, ou aussi de mettre malgré tout un système à l'intérieur qui permet de détonner, enfin d'alerter quand quelqu'un essaye de pénétrer à l'intérieur. Donc voilà, donc il y a plein de choses à mettre en place et c'est vrai que nous, éditeurs, on s'aperçoit que ce qui nous fait, enfin moi personnellement, ce qui me fait mal, c'est de voir toutes ces solutions américaines qui arrivent et qui se mettent à l'intérieur de tous les établissements, parce que nous, on est là pour faire de la protection de données, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de récupérer toute la documentation, c'est-à-dire un Excel, un Word, un PowerPoint ou je ne sais quoi, pour faire de l'analyse cyber et de le remonter dans un cloud américain, et après, le Cloud Act se met en marche, etc. On peut simplement, on n'est pas obligé de prendre la bouteille d'eau, on peut prendre simplement le code barre et c'est suffisant pour faire une analyse. Et nous, c'est ce que nous faisons, parce que nous respectons justement tout ce qui est données personnelles et on reste d'ailleurs dans un cloud en France et on respecte les lois européennes. Et ça, je tiens à le dire parce que bien souvent, les responsables en cybersécurité, c'est pas de leur faute. Quand vous construisez une maison, vous savez qu'il faut un maçon pour monter des murs, vous savez qu'il faut un électricien pour mettre les câbles électriques et un plombier pour mettre de la tuyauterie. En cybersécurité, vous ne savez pas. Quelquefois, vous avez un couvreur qui vient vous mettre de l'électricité, etc. Et du coup, ça devient très complexe. Donc, il faut simplement avoir de bons conseils pour faire les bonnes choses et les bons choix. Et c'est ça toute la difficulté de la cyber sur un parc informatique qui est bien souvent vétuste parce qu'on croit savoir qu'on fait le bon choix et quelquefois c'est le mauvais choix et puis un ransomware arrive et puis c'est fini. Et puis j'ai dépensé tant de milliers d'euros pour mettre une solution et ça n'a pas fonctionné. Eh bien oui, c'est bien dommage. Voilà, c'était mon message. Merci beaucoup. Merci Elena. Est-ce que Delphine, vous auriez un éclairage plutôt juridique justement sur l'apport du juridique et le couplage technologie juridique dans le monde de la cybersécurité ? Alors, ma réponse sera très simple, parce que la parole du juridique sur les innovations technologiques, elle doit être positive. Et d'ailleurs, ce n'est pas la mienne, c'est celle du Conseil d'État. C'est celle du Conseil consultatif national d'éthique, qui se sont clairement prononcés sur le fait que le droit ne devait pas être un frein à l'innovation dans le monde de la santé. Et je pense qu'on peut complètement faire la transposition directe, puisque lorsque j'évoque ces deux institutions, elles évoquaient les innovations en général sur le sujet de la cybersécurité, qui est un enjeu majeur pour les établissements de santé. On y viendra en fin de parcours sur les conséquences juridiques justement que ça peut avoir pour eux. Donc là, je m'appuie vraiment sur nos institutions qui confirment que, bien sûr, il faut avancer sur les innovations technologiques pour apporter des outils techniques auxquels le droit ne doit pas créer de frein. Très bien. Merci Delphine. Je vais donner la parole à Alexis
Garden. Donc, vous avez notamment accompagné le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes, qui a vécu une crise majeure, hein, effectivement, et les chiffres que tu as annoncés sont de cet ordre de grandeur sur la reconstruction du système d'information de Corbeil-Essonnes. Quels enseignements peut-on tirer des crises récentes en termes de continuité d'activité des soins, Alexis ? Alors bonjour à tous, merci de nous donner la parole. Donc peut-être en 2 mots dire quand même qui est Ocantis par rapport au contexte, puisqu'on a un acteur un peu particulier. On a un groupement d'intérêt public, donc on est spécialisé en e-santé, dans la santé en général, puisqu'on émane de ce monde-là, mais on est éditeur de solutions publiques, donc on est un peu particulier. Et en fait, on est fondé sur 3 piliers qui sont l'intégration de solutions. Donc, on connaît les écosystèmes hospitaliers. On travaille avec plus de 350 hôpitaux. Donc, on les connaît bien. On connaît leurs environnements et la complexité de ces environnements. On est également hébergeur de données de santé, donc sur notre propre infrastructure. Donc, ces problématiques qui ont été citées et la souveraineté sont au cœur vraiment de nos préoccupations. Et puis, on est éditeur de solutions. Et donc, dans cette dernière partie, on arrive avec quelque part l'envie et le souhait fort d'amener justement de l'innovation, mais de l'innovation opérationnelle. Et c'est ce que je vais un petit peu relayer en parlant de Corbeil-Essonnes. Simplement, avant d'évoquer ce sujet, donc, en tant qu'opérateur public, on est très connecté historiquement en fait, à toutes les démarches qui sont mises en place justement pour quelque part suivre les doctrines nationales, les sujets portés par l'ANS, etc. Et donc Ocantis s'est investi depuis très longtemps. Et en fait, c'est un peu ce qu'a dit Jacques tout à l'heure, c'est qu'il faut commencer par le commencement. Il faut se poser les bonnes questions. Donc là-dessus, par exemple, ça fait des années qu'on travaille sur comment on gère des utilisateurs, comment on s'appuie sur des référentiels qui sont des référentiels nationaux et comment par déclinaison on amène à quelque part un peu solidifier le système dans son ensemble. Donc on a vraiment ce souhait de se positionner comme un opérateur de confiance numérique public, donc en plus hébergeur, et c'est dans cette trajectoire qu'on est arrivé à développer des solutions opérationnelles, qu'on pense être innovantes, on l'espère en tout cas, pour justement aller chercher des cas d'usage qui sont un petit peu différents des approches dites classiques. Et donc, c'est ce qui s'est passé au sud francilien. Donc, par rapport à nos solutions, on a plusieurs de nos solutions qui sont soit positionnées, encore une fois, sur des mécanismes socles, par exemple sur l'interopérabilité, puisque quelque part, à un moment donné, pour être capable d'adresser le système d'information, il faut être capable de dialoguer avec. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on se pose comme question un petit peu trop tard, ou pas forcément pour ces sujets-là. Et donc, on a investi sur une partie vraiment de gestion de l'interopérabilité moderne qui nous permet de résoudre plusieurs problèmes que je vais évoquer. Ensuite, il faut être capable de stocker la donnée. C'est encore une fois ce qui a été évoqué par M. Hubert. Donc, bien sûr, il faut les stocker, mais les stocker correctement pour pouvoir les réexploiter dans une vision qui sera celle, quelque part, de ceux qui les utilisent. Et puis enfin, il ne faut quand même pas oublier que derrière tout ça, il y a des utilisateurs. Et donc, quelque part, où est l'usage au milieu de schémas qu'on pourrait imaginer? Quelque part, déjà, essayons de ne pas l'oublier, l'usage. Donc c'est dans cette optique-là qu'on a, entre guillemets, combiné 3 de nos produits pour fabriquer une solution qu'on a appelée Safe Data. Alors, le nom est encore pas très connu, hein, on va y travailler, qui utilise donc notre capacité à gérer de l'interop, de l'entrepôt de données et de la visualisation. Et donc la vision de cette offre Safe Data, elle est d'être dans une logique en fait, de sauvegarde opérationnelle de la donnée, puisque c'est très bien d'avoir une sauvegarde de ces données, mais si on a une sauvegarde de ces données, y compris à l'externe, et que ces données-là, elles ne sont pas réutilisables, quelque part, ça va poser d'autres soucis, puisque, comme l'a vécu Sud Francilien, c'est quelque chose, quand ça arrive, et on n'est pas préparé, et quelque part, tout s'arrête. Et donc là, quelque part, on n'a pas le choix. Donc on est vraiment dans cette vision opérationnelle de l'utilisation. Et ça va rejoindre un autre point qui a été évoqué précédemment, c'est que même si cette solution elle est imaginée comme étant opérationnelle, il faut qu'il y ait un niveau d'appropriation des utilisateurs. Puisqu'il faut bien comprendre, et je pense que l'établissement aurait été le plus à même de mieux le décrire, mais il y a un véritable traumatisme quand ça arrive. Et quelque part, les utilisateurs, on a beau leur dire, voilà, vous avez une solution technologique. Si cette solution technologique, elle tombe un peu du panier le jour J, j'ai envie de dire, on va perdre un petit peu de temps déjà à essayer de surpasser le traumatisme et d'aller justement vers l'opérationnel, qui est comment je réutilise mes données. Donc, par rapport à cette solution, donc on a eu la chance de travailler de façon assez avancée et il y a assez longtemps avec l'hôpital de Corbeil-Essonnes, notamment sur toute une plateforme, la mise en place d'un projet autour de la sauvegarde des données avec la mise en place d'une infrastructure qui a la capacité à justement récupérer les données à valeur, donc principalement les données médicales. Donc là, rentrent en jeu des mécanismes d'interopérabilité, mais également d'interopérabilité qui est capable d'interagir avec des systèmes qui
sont assez obsolètes pour la plupart et pas toujours très ouverts au format standardisé. Donc ça, c'est encore une fois le terrain qui parle. Et puis, on a mis en place un entrepôt de données donc hébergé sur le cloud d'Aucantis pour récupérer toutes les informations qu'on a pu capter par les mécanismes précédents. Donc on a réussi quand même en quelques mois, puisqu'il y a aussi une temporalité dans tout ça, ça se prévoit. Donc on a pu récupérer un volume assez important d'informations, issues principalement du DPI, donc on n'a pas adressé toutes les sources malgré tout, et on a récupéré environ 14 millions de documents, donc ce qui est déjà pas rien. Et puis on a commencé à travailler avec les équipes médicales sur la mise en place d'outils de consommation de cette donnée qui ont pu s'intégrer dans la pratique quotidienne avec notre solution de data visualisation qui s'appelle Viviewer. Et donc les médecins au quotidien ont pu appréhender les données qui étaient stockées sous forme d'un outil de visualisation en ligne qui représente la vie du patient avec les différents événements qu'on a pu capter de manière structurée. Donc ce chemin-là, on l'a fait, on l'a vécu pendant quelques années et à un moment donné, du coup, l'établissement a subi une crise. Donc là, ça va rejoindre un peu ce qui a été dit par je ne sais pas comment appeler, mais co-présentateurs, voilà, précédemment. Et donc concrètement, le jour J, ça tombe. Et en fait, on n'a pas vraiment prévu au départ qu'il y allait avoir une attaque, pas du tout même. Et du coup, on avait fait plein de prévisions sur le schéma que je viens de décrire. Mais le jour où ça arrive, la réaction, elle est quand même assez difficile. Donc là, mon homologue à l'hôpital de Corbeil-Essonnes, donc le docteur Philippe Ménager, qui était notre interlocuteur direct, appelle en plein mois d'août, voilà. Et là, tout est tombé, il n'y a plus rien. Donc c'est-à-dire... donc je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais Corbeil-Essonnes, c'est quand même un établissement assez gros quand même, malgré tout, en termes de volume de passage, en termes de séjours. Je crois qu'il y a à peu près 100 000 séjours par an, 100 000 passages aux urgences. Là, il faut comprendre que tout s'arrête. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus du tout de système d'information. Donc comment on fait pour au moins savoir qui est le patient que j'ai en face de moi? Là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Et donc c'est là où, quelque part, on a, entre guillemets, dans ce schéma qui n'était pas très positif, on avait quelque part une petite lumière qui s'allumait, puisqu'on a eu la chance d'avoir ce service qui était mis en place. Et donc on a pu très rapidement mettre en place un système qui a permis, depuis l'extérieur, donc depuis le cloud Aucantis, de donner accès donc, à cette fameuse ligne de vie sur les données captées au dossier des patients. Donc ça n'a pas rétabli intégralement ce dont l'établissement avait besoin, mais au moins, au quotidien, ils ont pu reprendre un certain nombre de consultations. Les médecins ont pu, quand ils avaient un patient en phase 2, adresser le dossier, le visualiser et pouvoir, entre guillemets, mieux connaître le parcours, puisque ça fait un peu partie des problématiques majeures quand on a un patient en face de soi. Et puis, quelque part, ça a laissé aussi le temps à l'établissement de gérer la crise, puisque là, et forcément, le docteur Ménager en parlerait bien mieux que moi, mais quelque part, il n'y a plus le contrôle sur rien. C'est-à-dire que tout est pris en main par les cellules compétentes. Il n'y a plus de jeu. Il y a une rançon de 10 millions qui est en suspens. L'hôpital ne tourne plus. Un hôpital avec un niveau de passage important, il ne faut pas oublier aussi, et encore une fois, ça rejoint ce qui s'est dit tout à l'heure, c'est que c'est l'activité qui s'arrête. Et donc, quelque part, aussi, c'est l'activité économique de l'établissement qui s'arrête. Donc, bref. Donc, tout ça pour dire que dans notre vision Aucantis, on est des gens de terrain. On est vraiment, c'est notre passé d'intégrateur, on est dans le faire. Et donc, concrètement, ce qu'on voulait, c'était, quelque part, être capable de bien respecter les lignes directrices, être en accord avec ce que donnent les tutelles, l'ANS, en lien également avec les programmes qui sont mis en place, par exemple avec le programme CARE, d'être capable d'avoir cette vision vraiment qui se base sur les fondations, donc comment on gère des utilisateurs, comment on leur donne un accès, comment on est capable également de capter de la donnée, de la stocker ou de l'afficher, pour produire quelque chose qui était opérationnel, pas un simple backup. Et donc, quelque part, c'est voilà, également le projet qu'on a commencé donc, sur le GHT de Moselle-Est avec M. Hubert, pour justement mettre en place, prévoir, entre guillemets, les choses qui ne sont pas encore arrivées et essayer de limiter quelque part le choc qui pourrait survenir. Et puis dans cette trajectoire-là, on s'est dit que c'était un peu limitant. Alors c'est déjà quelque chose qui, à mon sens, est un peu nouveau, donc ce backup opérationnel. Mais on est aussi en train de travailler ensemble, puisque dans notre plateforme d'interop, on a intégré des innovations comme par exemple la robotique applicative, donc qui permet d'automatiser des tâches et de pouvoir chaîner des actions à la fois humaines, techniques, et de les confier à un robot qui va les automatiser. Et donc on est en train de travailler par exemple sur un scénario qui, en plus du backup, pourrait par exemple confier à un robot un certain nombre d'actions que n'auraient pas à faire des humains, donc de libérer un peu cette petite pression opérationnelle qui arrive le jour J pour lancer des procédures, envoyer des emails, dire comment on se connecte, envoyer des formulaires qui vont permettre de collecter de la donnée et pourquoi pas même la réinjecter une fois le système remonté. Voilà. Et encore une fois, je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'il faut avoir une analyse par le processus, qu'il faut vraiment le prendre
de bout en bout, et ne pas oublier que ça se construit, que ça met du temps, qu'on doit se l'approprier pour arriver à ces résultats-là. L'outil seul ne suffit pas, en plus. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout décrit. Je vais pas être dans le timing. Merci Alexis. Merci Alexis. Et si on rebondit sur ce que vous venez de dire, Thomas, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur... Oui, tout à fait. Alors, je vais parler un peu de mon passé professionnel. Effectivement, avant d'être directeur général adjoint en charge du numérique d'une centrale d'achat, en fait, sur cet événement-là, en août 2023, j'étais conseiller du ministre de la Santé de l'époque. Alors, c'était François Braun, puisque ça tourne beaucoup, donc je préfère le citer. Donc, réveil à 3h du matin par le ministère de l'Intérieur. À cette époque, d'ailleurs, nos circuits d'alerte ne fonctionnaient pas encore très, très bien. Voilà, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui nous a prévenus. Déplacement le matin même sur le site. Voilà. Et là, on arrive, effectivement, et il y a une sorte de gravité pesante dans l'ensemble du personnel administratif et soignant, en fait, qui est en cellule de crise non-stop. En fait, le sujet pour eux, c'est pas les ordinateurs sont en panne, on n'arrive plus à suivre, c'est comment on soigne nos patients, comment on prévient nos patients qui devaient se faire opérer aujourd'hui, que c'est pas possible, où je les envoie. Est-ce que le SAMU marche? C'est des questions très pragmatiques de continuité des soins. En fait, ça montrait effectivement ce côté non préparé. Il y avait vraiment, moi j'ai cette image du directeur de l'hôpital qui a vraiment été assommé en fait. Et en fait, je pense qu'il avait sous-estimé l'impact potentiel d'une cyberattaque. Alors ça, c'est le côté négatif de cet acte, qui a été un peu quand même un acte fondateur de la suite. Malheureusement, il y a aussi un autre établissement au CH de Versailles qui a suivi pas longtemps après, mais ces deux événements, en fait, ont réveillé les consciences. Je pense qu'elles ont responsabilité les directeurs d'hôpitaux. Déjà, la cybersécurité, ce n'est pas un sujet des DSI, c'est un sujet de fonctionnement de l'hôpital dans sa globalité. Ça, c'était hyper intéressant. Et de là, en fait, a découlé beaucoup d'actions qu'on a essayé de lancer et de mettre en place pour sécuriser au mieux les établissements avec des choses assez concrètes. C'est ce fameux exercice de crise. Maintenant, comme un exercice incendie, en fait, il a été mis en place juste après ces événements. Il est devenu maintenant obligatoire chaque année pour les établissements. Et bien sûr, après, l'ANS a suivi en créant ce programme CARE pour justement éviter ce type d'événements. Et surtout, ce côté aussi qui a fonctionné dans la prise en charge de la continuité, c'était la solidarité d'un point de vue territoire qui a permis effectivement d'envoyer les patients à droite, à gauche. Et en fait, ce qui a fait peur, c'est les JO qui arrivaient. Parce que effectivement, quand on a des établissements qui tombent, heureusement, on a ses copains à côté qui peuvent prendre en charge. Mais si jamais c'était une attaque coordonnée sur l'ensemble des établissements, là, tout s'effondre et le système de soins est tombé. Donc, ça a bien réveillé les consciences. Et on a beaucoup travaillé avec les différents opérateurs de l'État pour essayer de trouver les meilleures solutions. Merci beaucoup, Thomas. Steven, maintenant, quels sont en fait les types de cybermenaces les plus fréquentes actuellement dans le secteur de la santé ? Vous l'avez évoqué en introduction, et l'ANSSI le dit également dans son rapport annuel, notre secteur n'est pas spécifiquement ciblé. Donc les établissements, ils ont affaire à une menace opportuniste qui est portée par des cyberattaquants dont le seul intérêt est financier. Donc forcément, dans le top ranking, on retrouve évidemment le ransomware. Je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais aussi l'exfiltration de données, avec la possibilité de les vendre ou d'essayer de se faire financer leur non-divulgation. Et puis on trouve tout un tas de fraudes diverses et variées, et notamment une recrudescence constatée sur les faux ordres de virement en ce moment. Ah oui. Et quels facteurs rendent en fait ces menaces particulièrement préoccupantes pour les établissements de santé ? C'est le contexte, et le contexte qui est effectivement très bien relaté par la Cour des comptes, le sous-investissement chronique, la complexité de nos SI, pour ceux qui le connaissent moins. Un gros hôpital, c'est plusieurs centaines d'applications. Donc vous imaginez la complexité du SI qu'il y a derrière. Clairement encore un manque de sensibilisation et ce qu'on dit moins, c'est un besoin d'ouverture de l'hôpital, beaucoup d'échanges avec des partenaires, des prestataires, des fournisseurs qui nécessitent cette ouverture sur l'extérieur. Et malheureusement pour nous ça se concrétise de manière pas toujours très réjouissante, puisque sur l'année dernière, et je vous donne le chiffre en exclusivité, c'est 750 déclarations d'incidents recensées par le CERT Santé, donc malheureusement plus 29% par rapport à l'année précédente. Et à peu près la moitié de ces incidents déclarés ont une origine malveillante.
Après, il ne faut pas voir tout noir. On s'explique bien évidemment cette hausse, en grande partie par le fait qu'il y a eu des incidents qui ont concerné des prestataires ou des outils, notamment CrowdStrike, pour ne pas le citer, qui se sont répercutés sur des dizaines d'établissements et qui donc ont fait mécaniquement augmenter le nombre de déclarations. Et puis surtout, ce qui est plutôt rassurant également, même si l'impact reste fort dans le secteur médico-social, on voit que sur le secteur sanitaire, les incidents avec un impact très fort sur les soins sont en baisse très fortement, de 68%, parce qu'on a dénombré seulement 3 incidents de ce type en 2024 contre 8 en 2023. Et vous venez d'évoquer le CERT Santé. En fait, quel est son rôle précis dans la gestion et la coordination des réponses des cyberattaques ? Alors, le CERT Santé, c'est d'abord la mise à disposition d'un portail qui est très important, d'usage obligatoire, rendu obligatoire par le Code de la santé publique pour les établissements sanitaires et médico-sociaux. Et c'est la mise à disposition d'un service de réponse à incidents maintenant en 24/7. On a appris de l'histoire. Et ce CERT Santé, ce service a pour rôle d'abord l'analyse et la qualification des incidents, l'appui aux établissements dans la mise en œuvre des premières mesures de confinement, l'investigation du point de vue technique, l'accompagnement ensuite sur la gestion de crise, plutôt sur le versant technique, et également surtout dans la remédiation, et puis un rôle de communication, coordination entre tous les acteurs du ministère, la DNS, le FSSI, le Chorus quand il y a un impact sanitaire, l'ARS qui est compétente territorialement, mais aussi nos partenaires, notamment l'ANSSI avec son CERT-FR. Le CERT Santé fait partie de l'InterCERT, dont on travaille beaucoup avec les autres CERT, notamment le CIRT de la police judiciaire, pour mener ensuite les investigations. Et si vous avez un exemple concret d'intervention du CERT qui ont permis de limiter les impacts d'une cyberattaque, vous diriez quoi ? On le reprend souvent, mais c'est parce qu'il est documenté, il a été rendu public, et d'ailleurs je vous invite à lire le rétexte sur cyberveille.isanté.gouv.fr. C'est la cyberattaque qu'a subi le centre hospitalier Simone Veil de Cannes au mois d'avril dernier, parce qu'il est à la fois très classique, mais malheureusement révélateur de ce qui se passe généralement. C'est-à-dire qu'ils ont subi un ransomware qui a chiffré à peu près 15% du parc de leur poste de travail et un très très gros serveur de fichiers. Dans ce cadre-là, le rôle du CERT Santé a été très important, même si l'établissement avait très bien réagi en s'isolant très rapidement par ses propres moyens d'Internet. Mais c'est le CERT Santé qui a poussé pour des mesures d'isolement complémentaires, la déconnexion physique des sauvegardes, l'isolement des serveurs Active Directory notamment, et puis c'est l'investigation technique qu'ils ont pu mener de manière très efficace qui a permis de remettre en route les systèmes d'information internes très très rapidement, puisqu'à J+3. Je choisis cet exemple effectivement parce qu'il est documenté, mais parce qu'il est très représentatif du rôle du CERT Santé. C'est vraiment une expertise technique qui d'abord permet de faire les bons choix sur les toutes premières mesures, et celles-là elles ont une importance capitale pour la suite et pour la durée de la remédiation, mais aussi l'investigation technique, qui est souvent moins connue, mais qui est très très importante, puisqu'elle permet de circonscrire l'attaque, et donc de savoir exactement quel est le périmètre qui a été compromis, et donc de basculer plus rapidement dans la compromission. Ça, c'est le rôle qu'on connaît malheureusement le plus, un peu de pompier du CERT Santé, mais il a d'autres missions, notamment sur la publication des vulnérabilités, sur le partage des bonnes pratiques. Et il fait aussi de la prévention, puisqu'il délivre le service national de cybersurveillance, qui se matérialise par des audits, dont 460 ont été réalisés l'année dernière. Un rôle d'animation de la communauté des RSSI, et aussi et surtout un rôle sur la veille proactive, puisqu'il surveille en permanence ce qui se passe et alerte de manière ciblée en cas de compromission potentielle ou avérée, et en cas de fuite d'identifiants, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement de plus en plus. Et le CERT Santé a clairement permis d'éviter un grand nombre de catastrophes en alertant des établissements pour lesquels il y avait des identifiants associés à des comptes à privilèges qui se trouvaient dans la nature et qui auraient pu être exploités à des fins malveillantes. J'aurais juste une dernière question, mais là je suis gardienne du temps, donc rapidement. Où en est le programme CARE aujourd'hui, et quelles sont les prochaines étapes pour renforcer les capacités de réponse face à ces cybermenaces dans le cadre de ce programme ?
Alors, en quelques minutes, je ne pourrais pas être exhaustif, mais je vais faire écho à ce qui a été dit précédemment. La plus grosse réussite, à mon sens, jusqu'à maintenant, c'est celle qui porte sur la préparation des établissements au travers des exercices de crise, avec un accompagnement financier, un accompagnement méthodologique et au travers de la mise à disposition d'un guide. C'est plus de 2250 établissements sanitaires qui ont réalisé au moins un premier exercice de crise. Et maintenant, on espère que ça va rentrer dans les routines, puisque c'est devenu obligatoire pour eux de réalisation annuelle. Et puis nous, de notre côté, on a enclenché, on a essayé de perdurer sur cette dynamique avec la mise à disposition d'un nouveau kit méthodologique, cette fois sur la construction des plans de continuité et de reprise d'activité, avec une déclinaison spécifique au secteur médico-social et une sur le sanitaire. Et puis là où on essaye d'agir le plus, c'est sur la gouvernance. L'enjeu est clairement de faire de la cybersécurité une problématique de tous les établissements et au niveau qu'évoquait Thomas tout à l'heure. Ce n'est pas uniquement un sujet de DSI ou de RSSI. Et ça se matérialise concrètement aujourd'hui avec l'objectivation des établissements du point de vue de la cyber dans leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qu'ils établissent avec leur ARS, et aussi du côté de la HAS, puisque maintenant on a des exigences qui sont vérifiées par des experts visiteurs numériques, donc experts et à même de vérifier leur bonne mise en œuvre. On essaye d'agir également sur le volet RH et la mutualisation. On a doté l'échelon régional, donc les ARS, de moyens, et avec l'objectif qu'ils mettent en place des centres de ressources régionaux cyber, donc des ressources mutualisées qui vont aller accompagner en proximité les établissements dans le déploiement du programme. Et puis, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est clairement d'augmenter le niveau de technique de nos établissements en termes de cybersécurité. Et là, on a identifié des domaines prioritaires qui se matérialisent par des appels à financement. Le premier était ouvert l'année dernière. Il est doté de 65 millions d'euros. Il embarque l'immense majorité des établissements sanitaires qui œuvrent depuis cette date sur la sécurisation de leurs annuaires techniques, sur la sécurisation de la partie qu'ils exposent sur Internet, avec des objectifs à atteindre à mi-année. Et c'est ce format qu'on va renouveler sur d'autres thématiques prioritaires. En premier lieu, dans les toutes prochaines semaines, on l'espère, sur la sauvegarde et les plans de continuité, puis la sécurisation des accès distants, puis la sécurisation des postes de travail, avec en parallèle un travail aussi sur HospiConnect, la partie identification électronique et authentification, où là on est dans une approche un petit peu différente, avec un appel à projet qui embarque 15 établissements, avec l'idée de construire un rétex en vue d'une généralisation à l'ensemble des établissements. Et puis enfin, on travaille d'arrache-pied également pour trouver le meilleur format pour adresser le secteur médico-social, dont on sait qu'il a quelques particularités et un niveau très hétérogène entre ces établissements. Donc on cherche la meilleure formule pour les accompagner eux aussi. Merci Steven. Du coup, je vais enchaîner avec Thomas. On a vu là effectivement les chiffres qui ont été donnés par Lynn et puis Jacques. Je trouvais intéressant le parallèle entre le PIB de la défense européenne et la Russie, et bizarrement on trouve peu ou prou les mêmes chiffres sur l'investissement informatique dans les établissements de santé. Du coup, j'ai une question, Thomas. Quels sont les principaux défis que rencontrent les établissements de santé lorsqu'ils intègrent les exigences de cybersécurité dans leur processus achat ? Oui, merci Didier. Effectivement, au-delà de ce qu'on a dit déjà sur le financement pur et sur le montant d'investissement, en fait, pour redire aussi très rapidement, cette complexité ici est énorme. J'ai l'exemple d'un CLCC à 680 applicatifs. C'est difficilement maintenable et sécurisable effectivement à ce niveau-là. Et puis des échecs aussi des politiques publiques. On va dire que sur la convergence des SI dans les GHT, on n'y est pas. Donc forcément, ça, de manière très corrélée, la surface d'attaque est augmentée du fait de ce nombre d'applicatifs. Et donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel on doit travailler. Et après, dans l'acte d'achat, c'est aussi les modèles d'organisation des hôpitaux. Un DSI surveille son système d'information, mais finalement, le numérique arrive de partout. Il arrive dans le biomédical, il arrive dans l'IoT, même la blanchisserie. Aujourd'hui, utilise des sujets numériques pour tracer ses draps. Donc finalement, c'est difficilement, effectivement, tout ça. Et la surface d'attaque est très large. Et effectivement, il faut trouver des leviers de remédiation. Et puis, on a ce côté aussi où nos réglementations et nos normes arrivent a posteriori sur le marché du numérique. C'est très différent. Aujourd'hui, un dispositif médical, s'il n'a pas le marquage CE, en fait, il n'a pas une autorisation de mise en marché, il n'est pas là. Alors que demain, là, l'IA Act
eh ben, on va évaluer toutes les IA, mais qu'est-ce qu'on va faire dans un établissement qui a 180... C'était le DG de la PHP qui disait qu'il avait déjà 187 solutions IA intégrées dans la PHP. Bah, effectivement, je ne suis pas sûr qu'on peut les débrancher très simplement du jour au lendemain si elles ne passent pas le cap. Donc ça va être un énorme sujet. Nous, on travaille. Et puis après, le RSSI, s'il arrive en bout de process achat, c'est forcément le mec qu'on ne veut pas voir. Je n'ai rien contre le RSSI. Mais effectivement, lui, s'il doit donner son avis une fois que le process achat est fait, qu'on a décidé de la solution qu'on voulait mettre, on ne va jamais suivre son avis. Et donc nous, on essaye, effectivement, en tant qu'acheteur, de remettre un peu de hauteur à tout ça. Et on essaie de faire travailler ensemble justement le club des RSSI, le réseau des délégués à la protection des données et les ingénieurs biomédicaux pour se mettre d'accord sur des critères ensemble de comment on pourrait évaluer de manière intelligente tel ou tel outil, pas forcément pour d'ailleurs barrer la route à tel logiciel, parce que sinon il n'y aura aucun logiciel qui fonctionnerait dans les hôpitaux, mais plutôt pour au moins être alerté, avoir conscience, prioriser les actions qu'on va mettre sur différents tels logiciels. Et donc on a mis au point un closier sécurité numérique dans la centrale d'achat UniHA CAIH qu'on met à disposition finalement à l'ensemble des acheteurs publics, qui soient dans les établissements, qui soient à l'extérieur, pour aider, pour progresser justement sur ces capacités finalement à identifier en fait les points de faiblesse des différents logiciels qui rentrent dès l'acte d'achat. Et Elena, est-ce que vous, dans votre pratique, vous avez identifié d'autres défis ? Nous, c'est d'être toujours de plus en plus rapide, hein, puisque les menaces sont de plus en plus fulgurantes. Donc il faut toujours être... C'est un peu un combat du gendarme et du voleur dans cette histoire de ransomware ou d'exfiltration de données avec du cyberespionnage, hein, parce que quelquefois, effectivement, les pirates s'installent sur un parc informatique et puis ils attendent le bon moment pour tout aspirer. Voilà, nous, c'est notre combat au quotidien, faire des algorithmes de plus en plus intelligents et d'avoir beaucoup de clients aussi, de plus en plus de clients, parce que plus on a de clients et plus on est dans un mode de gestion à grande échelle. Et pour les boîtes françaises, casser le plafond de verre, quelquefois, c'est pas toujours facile. Donc on se bat aussi pour ça, pour notre économie et puis pour notre autonomie européenne, ce qui est important pour nous. Donc voilà, merci. Merci Léna. Du coup, Thomas, je reviens. Est-ce qu'il y a des initiatives de mutualisation qui sont mises en place, notamment pour réduire les coûts en termes de... en ce qui concerne tout ce qui est mesures de sécurité dans le secteur de la santé? Exactement. Je pense que c'est un sujet qui a été évoqué. Je rebondis sur l'ouverture. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup dans les établissements. Et l'ouverture à l'extérieur est un vrai sujet. Et nous, c'est un peu notre rôle central d'achat d'être le tiers de confiance entre le monde public et ce monde privé. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le monde public. C'était péché de parler au privé. Et il y avait toujours ces barrières. C'est pas simple. Et justement, en tant qu'acheteur, on est un peu là pour faire cette transition. Nous, ce qu'on a vu assez rapidement, c'est d'ailleurs on le voit, c'est que les cybermenaces, elles font pas un tri entre les différents secteurs. C'est faux. C'est ce que dit l'ANSSI. C'est pas santé plus que collectivité territoriale. Donc, il faut partager et mutualiser ce risque. Et donc, en Trente Centrale, on centralise les achats, c'est-à-dire qu'on va trouver des solutions qui conviennent à plus d'adhérents possibles, donc les établissements de santé, mais aussi qui peuvent être utilisés par des collectivités territoriales, qui peuvent être utilisés par des PME, etc., dans un but effectivement que ce risque soit mutualisé et toute l'intelligence collective soit partagée. C'est-à-dire si un incident arrive dans un établissement, il faut que ça bénéficie à tous. Et là, c'est ce qu'on a créé, nous, on était un peu précurseurs à la CAIH sur ça en 2019, avec ce qu'on appelle les centres opérés de sécurité. Il y a arrêté aussi, ça aussi c'est très français, au-delà de ne pas être ouvert, on fait son ici, on est entre nous, et puis on pense qu'on va trouver chacun un expert dans l'établissement, que ce soit un CHU, que ce soit le plus petit CH dans un département français. Et en fait, c'est faux. Cette expertise, elle est rare, du coup, elle est chère. Donc aujourd'hui, elle ne peut plus être prise dans les établissements publics en direct. Et donc, il faut les mutualiser, il faut les partager. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait. Et nous, ce qu'on propose, c'est ces contrats qui sont nationaux, finalement, qui permettent de mutualiser cette approche. Donc, les coûts, forcément, qui fait baisser les coûts, la massification, mais aussi l'ensemble du risque, et aussi mettre à disposition des ressources expertes, notamment sur ces exercices de crise. On a mis des marchés en place. Aujourd'hui, plus de 60% des exercices de crise sont faits à travers nos marchés. Et donc, ça permet effectivement de mutualiser, de partager, et vraiment aussi d'avoir cette logique transsecteur qui devient de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'une menace à un endroit doit bénéficier à l'ensemble des gens qui veulent se protéger et qui partagent les mêmes risques.
Alors effectivement, vous avez évoqué, Thomas, le partage d'informations publiques-privées. Donc comment cela se traduit et comment on peut améliorer de manière collective la réponse aux risques cyber? Tout va très vite, en plus, on l'a dit, les menaces accélèrent et aussi le tissu industriel va très vite. Il faut se mettre à la place d'un établissement. Il y a beaucoup de startups sur la cyber qui sont créées, il y a beaucoup d'évolution et donc notre rôle en tant que centrale d'achat, c'est de connaître, de faire connaître, d'apprivoiser tout ce monde et de mettre à disposition. Donc il faut qu'on ait aussi des capacités contractuelles pour mettre à disposition rapidement les différents marchés, parce qu'un des sujets des organisations dans les établissements, c'est un peu l'inertie, c'est-à-dire que effectivement, si on doit attendre de passer à un marché qui met 6 mois, finalement, on a déjà 3 menaces de retard et des sauts technologiques qui peuvent arriver. Donc, il faut être agile. Il y a des modalités de marché, de référencement qui permettent de faire ça. Et puis, effectivement, de fédérer, ça aussi. Nous, on a un tissu d'adhérents. On est capable de fédérer, de les mettre autour de la table, de réfléchir ensemble à quelles solutions de demain ils ont besoin, de aussi faire des marchés qui sont adaptés finalement à la politique publique, au programme CARE. C'est-à-dire, s'il y a un appel à projet qui se fait, c'est une opportunité finalement pour les établissements d'être accompagnés financièrement, donc mettant à disposition les marchés qui permettent d'accompagner cette résilience des établissements qu'on veut tous voir progresser. Et effectivement, choisir un couvreur qui sache faire ou un électricien. Exactement. Et effectivement, je partage. Et nous, on a travaillé vraiment vers cette logique aussi de souveraineté. Après, je fais attention aussi. Parfois, on confond souveraineté, sécurité. Donc, tous ces éléments sont importants. Il faut aussi donner beaucoup d'acculturation à l'ensemble. Encore une fois, c'est les DSI, c'est pas eux qui vont faire la cybersécurité. Il faut aussi le directeur de l'hôpital. Il n'est pas convaincu de ce qu'on va mettre en place. Il va pas investir. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement. Ça fait partie aussi des différents volets de formation qui vont être développés, sur lesquels on va accompagner aussi les établissements. Merci Thomas. On arrive maintenant sur le point juridique et éthique. Delphine, quelles sont les principales conséquences juridiques pour un établissement de santé en cas de manquement ou de violation de données sensibles? Et j'ajouterai une deuxième question. Comment ces sanctions peuvent-elles inciter les organisations à renforcer leurs pratiques en cybersécurité? Alors, c'est le sujet, tout ce qui a été dit, je pense, nous fait tous mesurer la charge qui pèse sur les établissements de santé en matière de cybersécurité. Et au plan juridique, c'est la double charge, parce qu'un établissement de santé, il est autant victime que responsable. Et sans faire de jeu de mots juridiques, c'est un peu la double peine. Pourquoi ? Parce que, je ne vais pas revenir dessus, mais ça a été dit, c'est-à-dire que j'ai toute une réglementation qui est spécifique aux établissements de santé en matière de protection des données qu'ils accueillent. Alors, non seulement la réglementation RGPD leur est applicable, mais en fait, les établissements de santé font partie de cette catégorie avec la directive NIS 1, puis NIS 2, qui a considérablement élargi le champ d'intervention au secteur sensible. Donc quasiment tous les établissements de santé aujourd'hui rentrent dans le champ d'application de NIS 2. Donc ont une charge en termes d'obligations qui est beaucoup plus importante qu'une entreprise lambda ou une société lambda. Donc ces obligations, elles pèsent sur lui. Et vous avez évoqué, c'est intéressant dans la question, deux situations. Celle d'un manquement ou d'une violation. Mais en fait, la violation, c'est les deux. C'est-à-dire, ce que dit le droit en termes de violation, c'est que c'est une atteinte, je vais grossir le trait, une atteinte à la sécurité qui soit en fait vient d'une action de l'établissement lui-même, qui n'a pas respecté un de ses dispositifs, ou il y a une faille dans la sécurité par l'action d'un de ses personnels qui n'a pas appliqué la politique de sécurité de l'établissement, ou alors effectivement une pluie de virus qui va descendre sur lui et qui là est une attaque externe. Dans les deux cas, l'établissement, lui, il se retrouve en frontal avec l'ensemble de ses utilisateurs, c'est-à-dire tous les usagers de l'établissement. Ça a très bien été évoqué dans l'exemple de Corbeil-Essonnes, c'est-à-dire au moment de la cyberattaque, et vous l'avez très bien dit, la préoccupation première de l'établissement, c'est pas forcément d'aller chercher celui qui a fait, c'est qu'est-ce que je fais des patients ? Moi, quel risque je prends ? J'ai des opérations qui sont programmées, comment je fais ? Demain, la famille de ce patient va me dire, mais vous n'avez pas pris en charge ce patient, il y a une cyberattaque. Mais peu importe, l'interlocuteur premier, c'est l'établissement de santé. Vis-à-vis des utilisateurs, des usagers du service public, mais également pour les établissements privés, puisque là encore, ça concerne tout le secteur. Donc,
les conséquences juridiques, c'est une série de sanctions. On a bien sûr les sanctions administratives, qui peuvent venir administratives et financières, qui peuvent venir de la CNIL, donc qui va être l'autorité de référence en matière de violation du RGPD. Alors ça peut aller d'un simple rappel à l'ordre à une sanction financière qui ne peut pas dépasser 10 millions d'euros ou 2 ou 4% du chiffre d'affaires en fonction de l'atteinte considérée. Alors, c'est une vraie question que vous posez, mais qui est une question quasiment philosophique en droit. Est-ce que la sanction suffit à motiver une organisation ou est-ce que la sanction suffit à désintéresser les possibles attaquants ? J'ai envie de vous répondre non, sinon on vivrait dans un monde idéal en fait, où la simple édiction de sanctions dans nos règles juridiques ferait en sorte que ça démotive toute personne à ne pas brûler un feu ou à ne pas payer ses impôts ou à ne pas attaquer un établissement de santé. Ou alors à se dire, mon Dieu, la sanction va tomber, il faut absolument que nos organisations soient parfaites de A à Z. Par contre, ce qu'on fait, et c'est là où c'est plus incitatif, avec du droit plus mou, ça a été évoqué par l'Agence du numérique en santé, le fait d'introduire dans la certification les éléments de cybersécurité, c'est-à-dire que je mets en place une politique globale dans laquelle j'introduis la cybersécurité dans la culture, dans la pratique, au quotidien des personnels. L'autre sanction majeure, bien sûr, et en général, quand on parle de sanctions en droit, on pense qu'à celle-ci, c'est la sanction pénale. Donc j'ai toute une série de sanctions pénales en application des obligations qui sont propres à celui qui est en charge de la protection des données. Donc toute forme de violation à ces obligations de sécurité peuvent entraîner des sanctions pénales pour l'établissement qui vont de 5 ans d'emprisonnement à 300 000 euros d'amende. Et puis j'ai également des sanctions pénales à l'égard des cyberattaquants, si je peux m'exprimer ainsi. On a un droit pénal français qui est assez construit à cet égard, mais si vous me parlez encore du poids de la sanction, et puis on verra aussi de l'appréhension possible de ce cyberattaquant, là on est sur des sanctions allant de 3 ans d'emprisonnement à 150 000 euros d'amende, alors qui peuvent être majorées si l'établissement est public. Bon, est-ce que ça a un effet suffisamment dissuasif ? Je ne pense pas. Néanmoins, l'arsenal, l'infraction, l'incrimination existe en droit français. Et je pense que la conséquence qui est la plus compliquée et qui est un peu la résultante de tout ce qui a été dit, c'est en fait les zones de cascade en responsabilité. C'est-à-dire que, et vous avez parlé des marchés, mais on pourrait renvoyer au contrat. Si je suis établissement de santé, je vais avoir toute une série de contrats avec des prestataires pour la gestion de l'ensemble de mes systèmes d'information, de mes données. Vous avez évoqué des cas avec 680 applications, des centaines d'applications. Et donc, le moindre impact chez le moindre prestataire va automatiquement revenir sur l'établissement de santé. Vous avez eu un exemple très médiatisé cet été sur un établissement majeur d'Île-de-France qui a eu une problématique majeure avec un de ses prestataires. C'est toute une chaîne de responsabilité qui se met en place, mais effectivement avec un établissement de santé qui se retrouve encore une fois en première ligne vis-à-vis de ses utilisateurs. Et là aussi, du coup, le droit prend une place toute particulière dans la rédaction des contrats, aussi bien avec les prestataires qu'en interne, puisqu'ici, les jeux en termes de responsabilité deviennent de plus en plus subtils à l'égard des juges en fonction de la répartition des charges. Et il est très important que les établissements se fassent correctement accompagner dans la mise en place de contrats avec des enjeux financiers qui sont énormissimes et des enjeux en termes de responsabilité qui le sont d'autant plus. Ok. Une dernière petite question. Quels sont les défis spécifiques, là on va un peu ouvrir les chakras, posés par la nature transnationale de la cybersécurité dans le secteur de la santé ? Oui, alors vous parlez de chakras, c'est vrai que le transnational, on pourrait presque basculer sur le transhumanisme, mais effectivement, c'est une réalité évidente, j'allais dire un truisme, que de dire que la cybercriminalité est par nature quasiment inhérente transnationale. L'espace virtuel n'a pas de frontières. Et là, on est en plein paradoxe, au-delà de nos règles juridiques. Ça a été évoqué, je pense, quasiment par tous les intervenants. On parle
en permanence de l'importance de la souveraineté numérique. La souveraineté numérique, elle renvoie en fait à un système de frontières, avec un espace, en tout cas pour nous ici, ça va être un espace européen. Mais l'Europe, elle ne vit pas en dehors du monde. Elle vit en face des États-Unis, elle vit en face de la Chine, pour ne citer qu'eux, qui ont des environnements juridiques qui peuvent être assez éloignés du nôtre, sur certains aspects, pas sur tous. Donc, on prône la souveraineté juridique, et en même temps, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le frein numéro 1 à l'appréhension de la cybercriminalité en tant qu'incrimination transnationale au plan juridique. Parce que qu'est-ce qui fait blocage lorsqu'on veut aller chercher de l'information? C'est cette fameuse souveraineté des autres États. Si on parle du droit pénal, on a un principe très fort qui est partagé, je dirais, par l'ensemble des États. C'est ce principe de territorialité qui renvoie, encore une fois, j'insiste, à cette notion de souveraineté. C'est-à-dire que moi, je peux appréhender dans mon droit, incriminer une personne, à partir du moment où les faits se sont déroulés sur mon territoire, ou si cette personne relève de la nationalité de mon État. Et toute la difficulté de la cybercriminalité, c'est que qu'est-ce qui se passe sur mon territoire ? Qu'est-ce qui a été préparé en dehors du territoire? Qu'est-ce qui relève de serveurs qui sont stockés sur d'autres territoires? Et c'est là où on rentre dans la coopération judiciaire, qui est un monde merveilleux, qui implique des accords entre les États pour se dire, si je veux aller chercher des informations, des preuves, qui là, en plus, sont des preuves électroniques, donc volatiles dans tous les sens du terme, facilement destructibles, difficilement appréhendables à distance. Si je veux aller chercher dans un autre État, que cet État, lui, n'incrimine pas du tout les faits que moi, j'incrimine dans mon État, il n'y a pas de principe de double incrimination. L'autre État va me dire « ça ne m'intéresse pas votre sujet, chez moi, ce n'est pas un problème », et ça devient ce qu'on peut appeler grossièrement les paradis numériques. C'est-à-dire, il n'y a pas d'incrimination ici, et moi, je vais avoir des difficultés majeures en tant qu'État européen à aller chercher de l'information. Parce que pour pouvoir prouver une incrimination, il me faut des preuves. Et ces preuves, elles ne sont pas forcément sur le territoire français. Et donc, on aura beau mettre en place de la coopération judiciaire, il y a eu énormément d'efforts de fait en la matière. On a déjà un espace régional intéressant qui est l'espace européen, ce qui est déjà... Maintenant, en dehors de l'espace européen, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, il y a des efforts sur la réglementation. On a eu un règlement sur la preuve électronique en droit européen qui a fait l'objet de 7 ans de négociations. Vous voyez, vous parliez d'aller vite. Bon, voilà, 7 ans de négociations pour réussir à obtenir un règlement qu'on doit à Donald Trump, au demeurant, pour la petite histoire, puisqu'il s'agissait d'une saisine concernant Microsoft à l'époque, en 2018. Et entre-temps, Donald Trump nous a coupé l'herbe sous le pied et sorti sa loi fédérale. Et donc, 7 ans plus tard, nous, en Europe, on a sorti notre texte. Bon, dans les 7 ans qui se sont écoulés, il se sont passées beaucoup de choses, avec de toute façon énormément de limites dans la réglementation, puisqu'encore une fois, un État peut légitimement s'opposer à la délivrance d'un certain nombre d'éléments si, encore une fois, ce n'est pas incriminé chez lui, si cela peut compromettre des principes fondamentaux comme la liberté d'expression, principe extrêmement préservé, par exemple, dans le système des États-Unis. Donc, du coup, la transnationalité de l'infraction fait que, bien sûr, on va pouvoir la constater. On peut ouvrir une enquête en droit français. La difficulté qu'on va avoir, c'est sur les mesures d'instruction pour pouvoir aller chercher la preuve de cette infraction et identifier le cybercriminel. Puisque vous avez parlé déjà de l'architecture interne aux établissements, mais l'architecture ensuite, des nombreuses myriades, incommensurables passerelles avec, et ce n'est pas une critique de ma part, la lenteur de la coopération judiciaire, que le jour où la demande arrive enfin sur l'État qui peut saisir la preuve, qu'il, miracle, accepte de pouvoir... Mais la preuve n'existe plus. Voilà, c'est terminé. Ça fait bien longtemps qu'elle a disparu. Donc ici, on a un vrai sujet, j'allais dire pratico-pratique. On est au-delà du droit. C'est-à-dire, on n'aura pas, et on n'aura
jamais un espace universel, voilà, en termes juridiques, d'appréhension au-delà de ces grands espaces régionaux que peuvent être l'Europe, que peuvent être certaines zones de coopération en Asie, une partie Nord-Amérique et Sud-Amérique. On n'aura pas. Donc, c'est là où on a un espace de jeu qui est énorme pour des criminels. Ce n'est pas propre d'ailleurs à la cybercriminalité, hein. Ça vaut aussi pour d'autres secteurs de la criminalité organisée, comme ça a été le cas des trafics de stupes, etc., qui ont conduit à des actions de coopération judiciaire extrêmement complexes. Donc la transnationalité, c'est un frein considérable à l'appréhension des cybercriminels. Merci beaucoup. Merci Delphine. Est-ce que l'un des participants souhaite réagir au propos de Delphine? Jacques, tout à l'heure, vous parliez d'intelligence économique. Est-ce que finalement, on est aussi sur du transnational en termes d'intelligence économique? On sait aussi qu'on est sur du transnational en termes de cybercriminalité. Je sais que c'est une thématique, ce qu'on préparait la table ronde, qui vous intéressait. Je ne sais pas si vous voulez rebondir brièvement là-dessus. Oui, effectivement. On voit bien que les enjeux sont multiples. L'identification des acteurs est difficile. Et c'est d'autant plus important au moment où un certain nombre d'éditeurs mettent en avant des solutions, la souveraineté, et donc comment nous, on est capable en fait, de protéger, d'anticiper pour mettre en valeur et garder en fait, la connaissance acquise. Voilà, ça fait partie de toute une ingénierie. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, la maîtrise et le maintien de cette connaissance est extrêmement important, d'autant plus quand on voit quand on se fait piller ces connaissances. Hein, ça se passe en des instants très très brefs pour derrière des années parfois de développement, et aussi la naissance de concurrents directs qui, eux, n'ont pas eu tous les investissements. Donc voilà, je pense que c'est vraiment au cœur des préoccupations de notre économie, au-delà de l'économie de la santé. Merci Jacques. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui vous souhaitez dans le public poser à nos intervenants? On parle d'assurance et des assureurs qui arrivent dans le domaine, en particulier des établissements de santé, pour assurer les cyber-risques. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche? Qu'est-ce que vous avez d'avis aussi? C'est compliqué parce que ça me paraît très compliqué. Donc oui. Moi j'ai un avis, mais... Non, mais là aussi c'est nouveau, effectivement. Je pense que c'est lié à ce sujet de remédiation. D'ailleurs, c'est un peu une des recos de la Cour des comptes, si je m'abuse, dans son rapport. Effectivement, aujourd'hui, on n'est pas du tout préparé à cette remédiation. C'est-à-dire la remédiation, elle est sur rebâtir mon SI, mais en fait, c'est surtout compenser ma perte d'activité. En fait, c'est ça le sujet. Alors, nous, dans les offres qu'on a travaillées, un peu justement transverses, côté UniHA, on a travaillé avec un assureur qui s'appelle Reliance, effectivement, qui est là pour auditer effectivement le niveau de sécurité. Alors, il faut déjà être monté, parce qu'en fait, il ne va pas assurer... Il faut aussi être très, très pragmatique. Hein. Tous les établissements ont été audités. Ils ont 1 sur 5. Il n'y a pas de 0. Donc, ça veut dire qu'on est très mauvais globalement. Donc, forcément, généralement, l'assurance, c'est du bénéfice-risque. Donc, ils ne vont pas assurer si vraiment le niveau est très bas. Donc, ils vont essayer de monter. Après, je trouve qu'effectivement, ça montre aussi, si ça devient des habitudes, ça permet de compenser effectivement cette perte d'activité et de remonter d'un niveau justement ce sujet cybersécurité pour qu'il, encore une fois, il ne soit pas que système d'information. Et pour compléter, très honnêtement et à titre personnel, hein, je ne représente pas l'ANS sur cette réponse. Il y a quelques années, j'étais très sceptique quand on a vu les premiers assureurs arriver, parce que ma crainte, c'était que les directeurs généraux souscrivent ces assurances et se disent « laissez-moi tranquille, maintenant j'investis plus sur le sujet ». Quand on gratte un peu, c'est ce qu'a très bien dit Thomas, c'est du bénéfice-risque pour l'assureur. Il ne va pas assurer quelque chose de troué de partout. Donc aujourd'hui, c'est envisageable pour moi, pour un DSI, un RSSI, de voir ça d'un bon œil, parce que de toute façon, ça va légitimer et potentiellement l'aider à obtenir les clés des finances pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions, améliorer son niveau de sécurité pour pouvoir devenir assuré. Voilà. Peut-être juste un mot, mais ça vaut
à mon sens, pour tous les types de contrats d'assurance, mais sur ce sujet en particulier, il faut vraiment bien identifier ce qui est proposé comme couverture, en sachant que, j'insiste, il y a énormément de risques en cascade en matière de cybersécurité. Il est bien évident que l'assureur ne va pas se positionner sur la globalité en fait du risque. Or, j'insistais, mon but n'était pas du tout de casser l'ambiance d'ailleurs sur le fait qu'il y avait une charge très lourde sur l'établissement. Et c'est là où je dis encore une fois que ça vaut vraiment la peine de se faire accompagner dans la signature de ce type de contrat. Moi, j'avais la même analyse, c'est-à-dire au tout début, mais j'étais très sceptique sur les premières initiatives qu'il y avait eu en matière d'assurance cybersécurité. Aujourd'hui, je dirais, l'expérience a aussi montré, je pense notamment à la perte d'activité, qu'il y a des choses qui peuvent concrètement apporter un véritable, en tout cas, pas dans la remédiation nécessaire pour l'établissement. Maintenant, voilà, de toute façon, tout contrat d'assurance se regarde minutieusement, et là, tout particulièrement, parce que c'est une petite partie du risque qui est pris en charge par l'assureur, loin de la totalité de ce à quoi va avoir à faire face l'établissement. C'est exactement. C'est pour ça que c'est une analyse globale d'un point de vue contractuel. Et j'insiste parce que les contrats se sont complexifiés. De par la réglementation, c'est une discussion qu'on avait un peu en amont. C'est vrai que le poids de la norme et la multiplication des normes, à mon sens, est extrêmement préjudiciable pour les opérationnels. Mais du coup, cet environnement contractuel a toujours été à surveiller, mais j'allais dire est vraiment à surveiller. Et il faut que les établissements soient en maîtrise des contrats qu'ils signent. Et non pas que ce soit leur co-contractant qui soit en maîtrise de ces contrats. Je voudrais juste ajouter le risque de l'assureur, en fait. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a quelques années, j'ai un exemple concret où, en fait, un assureur s'est fait hacker. Et donc, à partir du moment où l'assureur s'est fait hacker, eh bien, les personnes avaient la liste des établissements ou des entreprises qui avaient pris une assurance. Et donc celui qui a pris l'assurance devenait une cible première parce qu'effectivement, il savait que derrière, il y avait potentiellement une garantie sur le paiement. Voilà, donc c'est juste pour dire que c'est certainement une bonne solution, mais dans la chaîne des intervenants, là aussi, il faut mesurer l'entièreté des risques. Et par rapport à ce qui était évoqué sur les politiques d'achat, mais ça prévaut aussi au niveau des assureurs pour se prémunir sur ce risque de vol d'informations avec des impacts majeurs parce que vous devenez la cible facile. Merci. D'autres questions? Est-ce que d'un point de vue cybersécurité, selon vous, on a le choix maintenant entre souveraineté ou sécurité, dans le sens où notamment les gros logiciels américains et les gros cloud providers américains investissent beaucoup plus que nous, dans la cybersécurité. C'est peut-être un peu plus une question technique, mais... Je pense qu'il faut prendre le problème déjà en ciblant ce qu'on veut, entre guillemets, protéger, déjà, en posant les fondations. Quelque part, ils investissent plus que nous, mais ils ne sont pas sur le territoire, ils ne sont pas dans les hôpitaux, en tout cas pas surtout. Il y a quand même, les établissements sont quand même sensibilisés à la protection de leurs données. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas tout bien, pas tout parfaitement, qu'ils font rien du tout. Donc la plupart du temps, ils sont très au fait du fait qu'il faut essayer de cloisonner un maximum de choses et donc les garder dans leur environnement. Donc il y a des failles, on l'a dit à plein de reprises, mais quelque part, j'ai envie de dire, il faut vraiment reprendre les choses à la base et quelque part choisir ce qu'on a envie de mettre en sécurité, qu'est-ce qui a le plus de valeur. Je crois que justement, la dernière fois qu'on est intervenu avec le docteur Ménager, il disait que ça valait à peu près 2 000 € un dossier patient sur le darknet. Donc x 14 millions, ça commence à faire un peu d'argent quand même. Voilà. Donc on se dit que peut-être qu'il faut reprendre les choses en les orientant de la bonne manière. C'est pas une question d'investissement sur la technologie, c'est une politique, c'est une gouvernance. Enfin, ça a été dit à de maintes reprises. Ça doit devenir un projet d'établissement, voire de territoire, voire national. Donc les démarches sont là en plus. Et quelque part, il faut procéder par étapes et faire ses choix, mettre en place les premiers niveaux de
entre guillemets, de blocage. Et quelque part, on n'est pas en concurrence avec des multinationales américaines qui ont une sauvegarde sur un cloud Amazon. J'ai envie de dire, est-ce qu'elle est plus valable qu'une sauvegarde chez un autre type d'opérateur ? Peut-être qu'elle peut se restaurer plus vite, mais est-ce qu'elle se restaure dans des conditions opérationnelles ? Enfin voilà, les questions sont aussi ailleurs dans le process, dans la construction globale, quoi. Voilà. Et juste pour compléter, d'un point de vue technique, il y a clairement des pans de la cybersécurité qui sont aujourd'hui pas très bien adressés par le marché français, où les étrangers ont un peu d'avance. Mais ces outils sont de moins en moins nombreux. Les trous sont de moins en moins gros et on a de nombreux acteurs français qui montent en puissance sur un certain nombre de domaines. Mais surtout, on voit beaucoup d'établissements qui ont des très beaux outils qui sont très mal utilisés. Donc j'invite le RSSI à choisir également, enfin à intégrer dans ses choix peut-être un degré de proximité qui lui est nécessaire dans le déploiement, dans l'accompagnement. On n'achète pas uniquement un outil, on achète un outil, le savoir-faire qu'il y a derrière et la capacité à l'utiliser. Le meilleur des outils, s'il n'y a pas d'intelligence locale dans l'établissement pour l'exploiter, en général, il ne sert pas à grand-chose. Et oui, pour compléter, je trouve que c'est vraiment ça. Il faut qu'on ait une approche pragmatique et pas dogmatique sur ce sujet souveraineté-sécurité. C'est-à-dire que oui, il y avait des outils qui ont permis de monter le niveau de résilience des établissements qui n'étaient peut-être pas français. Après, il y en a plein qui se développent. On a des exemples ici très vite, et tant mieux. Et il faut essayer de basculer. Il faut aussi peut-être catégoriser justement le niveau de criticité où je mets ma souveraineté. Tous les outils de cyber ne manipulent pas les données de santé des patients, quoi. Il faut aussi être très concret. Et je pense que c'est ça. Il faut regarder l'usage. C'est encore l'usage qu'on veut faire de l'outil. Pourquoi faire ? Quel endroit on veut sécuriser, quel type de données, et après, nous aussi, d'offrir le plus grand choix possible et d'aiguiller en fait l'ensemble des établissements dans les bons choix, et ça par les politiques publiques, par les marchés publics qu'on met à disposition. Je dirais aussi qu'il n'y a pas de souveraineté sans investissement de l'État. Si on compare dans le domaine de l'IA, je crois que la France a mis 1 milliard. Les États-Unis ont mis 500 milliards. Une entreprise chinoise met 100 milliards sur la table. Alors, quand on est dans ces... voilà, je pense qu'on peut parler souveraineté, effectivement, c'est important, mais si on veut parler souveraineté, je crois qu'il faut que l'État aussi, et je pense que les Américains savent très bien le faire avec leurs propres entreprises pour dominer le marché mondial. Et aujourd'hui, je pense que l'Europe, elle est timorée par rapport à ça, et c'est vraiment des risques majeurs. J'ai souvenance, en étant responsable au Parlement européen, nous avions reçu des équipements physiques des Américains. Et j'ai appris, je ne qualifie pas plus les équipements, et j'ai appris quelques années après que les équipements livrés avaient été upgradés par la NSA. Et donc, on a envoyé et transité, alors même que le Parlement, moi, je suis témoin de la qualité de l'infrastructure sur le plan de la conception architecturale. Par contre, il y a des failles, et si à un moment on est aussi ambitieux sur sa souveraineté, alors ça veut dire qu'il faut choisir d'investir aussi sur tous les pans de l'activité et des activités qui sont stratégiques. Autrement, on sera dépendant. Regardons les brevets déposés par les Chinois, et notamment sur la 5G. Aujourd'hui, la Chine est devant les États-Unis dans le plan de la régulation des télécoms. Merci Jacques. D'autres questions ? Non. Écoute, je vous en prie. J'avais une question sur l'intervention de Delphine. J'avais l'impression que les sanctions sur les hôpitaux étaient moins fortes que sur les sur ceux qui étaient en charge, qui faisaient la sur les cybercriminels. Est-ce que j'ai mal compris ? Et qu'elles étaient moins fortes ? Oui, que les cybercriminels... Non, puisque ça peut monter, comme j'ai dit, il y a des majorations avec les services qui sont portés par l'État, donc ça peut aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. D'accord. Voilà, donc la sanction... Mais par contre, si je peux me permettre cette appréciation qui n'engage évidemment que moi, on est effectivement sur un délit, et effectivement, on est dans les mêmes proportions. Si c'était là le sens de la
question, hein, hormis la majoration. Effectivement, il n'y a pas de... je ne sais pas si c'était un peu le but de la question, mais on est dans le même ordre d'idées s'agissant du risque pénal en cas de manquement de la part de l'organisme ou d'une cyberattaque incriminée en droit français, qui sera plus lourde sur un établissement public que sur un établissement privé, mais néanmoins dans une proportion qui peut effectivement être considérée comme équivalente. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur la charge qui pèse sur l'établissement, en fait, en termes de risque juridique. J'avais une deuxième question, si je peux. Très, très rapide. Oui, alors, il y a effectivement le retard de la France en termes de cyberdéfense, notamment sur les hôpitaux publics, a été expliqué en partie, M. Hubert en a parlé, sur le manque d'investissement financier global sur les infrastructures. Mais il y a aussi un autre sujet qui n'a pas été évoqué, qui sont les ressources humaines. Vous êtes sur des profils qu'on s'arrache. Et l'hôpital public, entre autres, mais peut-être même le privé, n'est pas capable de donner le prix qu'il faut sur les profils pour rattraper justement ce retard. Excusez-moi, mais j'espère que ça fait consensus. Il y avait un retard quand même. Donc est-ce que ça va mieux de ce point de vue-là? Est-ce que vous êtes capable de payer les gens? Alors, moi, je ne sais pas si on peut payer les gens, mais en tous les cas, c'est sûr que les salaires de l'État sont beaucoup plus bas que le privé. Donc, forcément, déjà, les jeunes et les moins jeunes partent pour le privé. Ce que moi, je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a un manque de personnel qualifié cyber. Et le problème de la cyber, c'est l'histoire du glaive et du bouclier. C'est-à-dire, plus le pirate est fort, et plus il a un glaive très long, et plus il peut aller dans les couches très très basses et profondes des systèmes d'exploitation. Et là, il a la main sur tout. Voilà, il a le sésame et donc c'est gagné pour lui. Et puis, de l'autre côté, il faut créer ce fameux bouclier pour empêcher cet espion avec son attaque furtive voilà. Donc nous, par exemple, en tant qu'éditeur, nous, ce qui nous manque, c'est des profils cyber, mais des experts, vraiment des gens qui connaissent. Et donc Laurent Oudot, qui est cofondateur avec moi, a cette expérience. Et heureusement, parce que si on connaît faire de la défense, si on ne connaît pas l'attaque, ça devient compliqué. Et on s'aperçoit que nous, notre idée, c'est de faire un logiciel pour empêcher cette cybercriminalité de rentrer dans les systèmes d'exploitation. Et dans ce cas-là, il nous faut des ingénieurs avec, justement, comme je le disais tout à l'heure, pour faire de l'algorithmie de très haut niveau, pour justement empêcher, ou tout au moins pallier au manque d'effectifs d'experts cyber et faire en sorte que le produit fasse automatiquement, c'est-à-dire que nous, le but, c'est d'empêcher que le ransomware rentre, on le neutralise avant qu'il rentre dans la machine. Et pas attendre qu'il soit rentré dans la machine et puis de se dire « Oh mince, c'est trop tard, vite, faisons du forensique, etc. » On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On doit tout de suite faire de la neutralisation en temps réel et sans action humaine. Donc, c'est ça. Et donc, on y a mis aussi beaucoup d'intelligence artificielle et on a même développé un agent, un cybergardien assistant pour aider justement cette cyberfatigue, parce que ces analystes qui regardent là dans ces SOC, dans ces Security Operations Center et qui regardent des milliers de lignes de log tous les jours, au bout d'un moment, ils ne voient plus rien. Et donc, on a fait en sorte que 90% de ces analyses soient faites par l'intelligence artificielle, et ce qui permet à la fois de regarder les signaux forts et surtout les signaux faibles. Parce que dans les signaux faibles, c'est là où justement personne s'y attarde, et c'est là où on voit les espions passer, tous ceux qui font des attaques, des backdoors furtives et qui ne sont pas détectés, ou quelquefois, comme l'a dit mon voisin de droite, eh bien, vous avez des produits américains et puis ils vous montrent que les signaux forts. Et ils vous montrent jamais les signaux faibles. Jamais. Vous ne savez pas ce qui se passe en fait derrière le produit. Et là, vous ne savez pas, vous pouvez être espionné. Vous n'en savez rien non plus. Parce qu'on a regardé ce côté-là. C'est le même titre que d'avoir du hardware. Et puis à l'intérieur, vous avez une backdoor qui surveille. Donc voilà. Donc effectivement, on manque beaucoup d'experts, mais c'est au niveau mondial en fait. C'est au niveau mondial. Et quelqu'un qui rentre dans la cyber, moi je vois certains de nos ingénieurs, etc., ils ont commencé tout petits.
Ça s'apprend à l'école, mais il y a une passion derrière. Il y a quelque chose qui est là. Et donc, voilà, ce sont des passionnés. Compliqué. Merci, Lina. Ouais, juste pour compléter, effectivement, c'est pour revenir, je trouve, sur quelque chose de vraiment très important, la mutualisation. C'est-à-dire que oui, c'est sûr qu'un établissement est incapable de payer un expert cyber, surtout dans tous les CH de France et dans tous les organismes qui sont concernés par NIS 2, même dans un EHPAD, c'est impossible, il y a tellement d'organismes. Par contre, mutualisons, si chacun donne un peu. Là, on peut peut-être faire des équipes au niveau territorial, la maille régionale, par exemple, qu'on voit, ou celle des GHT, pour mutualiser ce risque. Et justement, si chacun contribue un peu, là, on peut augmenter effectivement la technicité du profil qu'on met à disposition des établissements. Pardon, je voudrais juste aussi ajouter sur ce point, c'est à l'échelle de la France, où effectivement on produit un certain nombre d'ingénieurs. On ne va pas comparer avec l'Inde qui produit 10 fois ou 100 fois plus d'ingénieurs. Par contre, on a des ingénieurs de qualité, mais qu'on ne sait pas garder. C'est de la même manière quand vous êtes établissement de santé frontalier, vous formez des soignants et vous les voyez partir à Luxembourg, en Allemagne, partout. Donc là, je crois que c'est une double problématique. C'est-à-dire, oui, on forme, par contre, on n'est pas attractif. Et on n'est pas attractif quand vous avez des jeunes étudiants qui ont l'ambition de créer des entreprises. Et je prendrai un exemple, pour moi, criant, c'est Aurélie Jean, brillante chercheuse en France, qui est partie aux États-Unis travailler au MIT, reconnaissance. Elle revient en France. Elle bosse sur l'IA. Et donc de l'IA pour détecter, en fait, à 5 ans, un cancer du sein. Donc le modèle est juste, elle l'a travaillé en France. Elle veut développer. Le problème, c'est qu'il faut des labellisations par pays. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne aux États-Unis, elle crée son entreprise, elle a une accréditation au niveau américain et elle revient sur le marché, enfin français et européen. Pour juste évoquer aussi la pensée de Russe, en fait, ils disent que pour un Russe, l'Union européenne, c'est l'Union soviétique ratée. Et je pense que c'est fort de sens, parce que quand on a évoqué tout à l'heure la souveraineté, on parle de souveraineté nationale. Un Américain, souveraineté nationale, c'est les États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on n'est pas sur la souveraineté européenne, ou en tout cas, on l'est, mais à dimension moins. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ce que je voulais apporter. Merci, Jacques. Alors, je vais être conclusif et très rapide, puisqu'en fait, on a déjà dépassé le créneau horaire. Je vous remercie toutes et tous pour vraiment vos interventions qui ont été toutes très claires. On a balayé effectivement les enjeux stratégiques, les mesures de protection, les initiatives qui sont faites au niveau des industriels, mais également au niveau étatique et institutionnel avec les différents programmes qui sont lancés. Donc voilà, les choses vont dans le bon sens. A priori, les établissements de santé peuvent effectivement s'appuyer sur un certain nombre d'opportunités aussi de financement. Et la mutualisation en fait partie et en fera partie également au travers des centrales d'achat. Donc voilà, on a balayé le sujet de façon très large. En 1h30, c'est assez dense quand même. Donc voilà, l'appel à l'action, c'est effectivement de renforcer les investissements sur la cybersécurité, que ce soit sur les solutions techniques, technologiques, les ressources humaines, on vient juste d'en parler, mais également effectivement les enjeux en amont pour préparer et vérifier que les solutions qui sont déployées sont conformes et encadrer tout ça, bien sûr, contractuellement et juridiquement, parce que c'est quand même un sujet important. Et puis encourager effectivement la culture commune et la culture cyber dans les établissements de santé. Donc effectivement, toutes les initiatives qui sont lancées, et notamment avec le programme CARE, contribuent à tout ça, avec les exercices de crise cyber, comme on l'a évoqué. Donc merci à toutes et à tous, participants en présentiel et en distanciel, de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Merci à nos intervenants de la très grande qualité des échanges. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée.